Si vous voulez bien, nous allons commencer nos travaux. Mais je vais procéder à l'appel. Madame Angulo, Jean-Gilbert Lapsal, Linda Raduc, Jean-Claude Bernard, Liliane Béron, Dominique Cavaillol, Didier Casimajou, Jean-Jacques Châtelier, Présent. Lionel Choulon, Jean-André Clamou, Dominique Clavier, Jean-François Dalcin, François Dora, Jocelyn Doré, Yann Doro, Bernard Réau, Daniel Dubourg, Philippe Dubourg, Laurence Ducos, Dominique Faubé. Il n'y a pas M. Rappé. Christine Forestier. Marie Sportinon. Jérôme Gauthier. Marc Gauthier. Hein? Monsieur Papin. Hervé Gillet a donné procuration à Guy Moreno. Michel Atapi. Corinne Dolan devrait arriver. Elle arrive. Jean-Pierre Manceau a donné procuration à Dominique Cavaillol. André Massieu. Laurence Meunier. Guy Moreno. Patricia Peigné. Jean-Marc Pelletan. Anne-Marie Pelot. Jean-Claude Pérez. Maggie Peyronin. Sylvie Porta. Alain Quérens. Denis Reyne. Jean-Patrick Soulet. Louis Notrény. Et Mathieu Truffat. Michel Atapi. Présent. Y a-t-il un secrétaire de séance pour ce soir? Jérôme? Je porte volontaire, oui, c'est ça. D'accord. Merci. Merci. Avant d'entamer ce conseil communautaire, je voudrais que nous ayons une pensée pour Françoise Cabane qui nous a brutalement quitté cet été. Et quand je dis brutalement, c'est vraiment brutalement. Cette dame s'était très investie dans le réseau de lecture publique, elle était très très appréciée. Et plus particulièrement à l'Andiras, où elle avait fait un travail remarquable. Alors, je pense qu'il fallait effectivement marquer un petit peu les choses par rapport à Françoise. Le service en général, mais plus particulièrement le service de lecture publique, a été très touché. Nous avons été les témoins. Et je pense qu'on peut tous essayer d'exprimer à son mari, à ses 3 enfants et ses petits-enfants, effectivement, nos plus sincères relevés, parce que je crois que cette dame manque encore dans les services et elle a tellement marqué de son empreinte que c'était important. Et je vais vous demander simplement de 30 secondes de recueillement pour sa mémoire. Je vous remercie. Benoît, on affiche les informations générales. Madame Forestier, bonjour. On affiche les informations générales. Non, j'ai rien à afficher là. Il n'y a rien à afficher, donc.
En ce qui concerne effectivement donc, les informations générales, il y a la programmation d'un conseil communautaire qui est prévu le 24 octobre. Un marché d'études d'harmonisation fiscale, technique et organisationnelle visant à optimiser le service public de gestion des déchets, n'est-ce pas Mylène, sur le territoire est en cours d'analyse. Un marché de services études pour la réalisation d'un plan de gestion de valorisation de l'espace naturel du site de la Romée est aussi en cours d'analyse. Une assistance à maîtrise d'ouvrage concernant le marché de prestations et services d'assainissement non collectif est en cours d'analyse. Marché de services études préalables d'aménagement paysager du port de Podensac et liaisons touristiques en cours d'analyse. Marché de gestion des multi-accueils, une publicité qui est en cours. Voilà. Et les décisions qui ont été prises, effectivement, c'est les DIA. Dans les DIA, bon, mais comme d'habitude, on vous les affiche, et ceux qui veulent les savoir de manière un peu plus précise, nous les demandent, il n'y aura pas de problème. Le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, exploitation de la déchetterie, a été attribué à Environnement et Solutions pour un montant de 13 430. Marché de maîtrise d'œuvre, projet de reconversion d'une maison existante, c'est-à-dire c'est le plage, et vous savez, ce qu'on appelait la Villa Rosa, attribué à Jean-Marie Villa pour un montant de 5% du montant des travaux. Recrutement de l'AMO prévoyance, ça, Benoît, vous nous expliquez un petit peu, il s'agit effectivement du maintien de salaire, hein, d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Oui, c'est pour passer un marché avec une entreprise assurantielle pour la garantie maintien de salaire. Donc un contrat qui sera passé avec une assurance et qui permettra aux agents de cotiser pour ce qu'on appelle la garantie maintien de salaire, c'est-à-dire la prévoyance. Voilà. Donc il faut en passer par un marché pour labelliser en quelque sorte le dispositif. En ce qui concerne effectivement le marché de maîtrise d'œuvre pour le programme d'investissement voirie, il a été attribué à Azimut, monsieur le vice-président. Un marché de géomètre pour le programme d'investissement voirie attribué à Gilles Cluzan, qui a été le mieux disant. Un marché d'études hydrauliques pour le programme d'investissement voirie 2018 attribué au CERAG pour un montant de 4 800 €. On a également avec Didier Casimajou un marché de programmation piscine qui a été attribué à SAS Amex et une assistance maîtrise d'ouvrage pour une étude de faisabilité et de programmation sur les structures petite enfance et réseau parental Croque-Lune. C'est ce qui se passe effectivement sur Séronce. Pour le rappel, montant de tranche ferme plus tranche optionnelle est à 8 500 €. Donc voilà la liste des décisions qui ont été prises. L'ordre du jour de ce conseil, il se passe, je vais vous demander de retirer la délibération numéro 2 en ce qui concerne effectivement l'intérêt communautaire pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on rapproche effectivement les voiries qui ont été proposées par les communes, on a encore quelques disparités. C'est-à-dire que, par exemple, on a un exemple qu'on a vu ce soir, où on a une voirie qui a été proposée par une commune, et cette voirie fait limite de commune, et l'autre commune n'a pas proposé cette voirie, ce qui fait qu'on ne va pas couper la voirie dans le sens longitudinal. Il y a d'autres petits cas comme ça, des problèmes de continuité aussi de voirie qui ne sont pas... Donc il n'y a pas eu effectivement aujourd'hui une vraie... Donc on a besoin de toiletter des choses, c'est pas important. Et on remettra ça le 24 octobre. Est-ce que vous allez être d'accord? Est-ce que ça vous pose problème de repousser au 24 octobre cette délibération numéro 2? Pas de problème? Merci beaucoup. Donc on va passer à la délibération numéro 1, modification statutaire. Donc Benoît, sur la modification statutaire, nous avons effectivement pris la tâche de la sous-préfecture. La modification statutaire est conforme à ce qui a été préparé. Mais il y a 2 ou 3 petites choses où Mme Beaupied-Quéron nous a demandé d'être un petit peu plus précis, hein, c'est ça. Est-ce que vous pourriez effectivement nous le dire? Oui, voilà, je vous ai affiché donc les projets de statut avec en rouge les projets d'amélioration, je dirais, proposés par la sous-préfecture de Langon. Elles sont marginales. Il y a donc la compétence optionnelle, le point numéro 2, donc, qui est politique du logement social d'intérêt communautaire, donc, qui était formulé
politique du logement et du cadre de vie. C'est ça, oui. Et donc, il est proposé par la sous-préfecture de reprendre l'intitulé exact de la compétence telle que formulée dans la DGF bonifiée. Vous savez, on a déjà parlé de ça, il y a les compétences légales qu'on trouve dans la loi et les compétences qui servent à la DGF bonifiée. Donc, Madame Beaupé-Quiraud nous propose donc de reprendre expressément la formulation proposée par la DGF bonifiée pour éviter toute ambiguïté. Voilà. Donc, il est bien évident qu'on a trouvé cette proposition très pertinente et on vous la propose parmi les modifications. Ensuite, autre modification apportée, autre précision apportée, on est sur le point 8.2, sur les prestations de services. Elle nous propose d'apporter donc la précision selon lesquelles la communauté de communes peut conclure, donc vous voyez le début de la phrase, peut conclure avec des tiers non membres des accords pour faire des prestations de services et avoir des prestations de services entre collectivités, des contrats, etc. De rajouter, tel que prévu dans la jurisprudence, etc., le fait que ces prestations seront ponctuelles et d'importance limitée ne pourront avoir lieu que si trois conditions cumulatives sont réunies: avoir de l'intérêt public, un objet sur lequel la prestation peut porter qui doit être précis, et la prestation de service se fait dans le respect des règles de la commande publique. Bon, ça, c'était pas indispensable, mais ça permet d'apporter, disons, un côté didactique et pédagogique à cette compétence supplémentaire. Non, je crois qu'effectivement aujourd'hui on est sur le résultat, on est sur l'aboutissement effectivement d'un long travail qui a été fait. Je remercie l'ensemble des commissions qui ont travaillé d'arrache-pied avec le cabinet éco-territorial. Et là, la délibération qui vous est proposée reflète parfaitement effectivement l'ensemble des débats que nous avons eus, aussi bien en commission qu'à l'Assemblée des maires, où effectivement on reprend clairement, dans les considérants, l'avis conforme du bureau de la communauté de communes et les avis du bureau des maires ainsi que des commissions. Donc voilà, je vais laisser la parole effectivement à ceux qui veulent s'exprimer sur ces statuts. Oui, Benoît. Oui, c'est fait. Voilà, Monsieur Rappé vient d'arriver. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir sur cette délibération ou pas? Oui. Monsieur Clavier a levé la main, le premier. Oui, je souhaite intervenir pour donner le sens de mon vote. Aujourd'hui, je m'abstiendrai sur ces statuts. Je salue néanmoins le travail qui a été fait en commission, parce qu'effectivement, il y a eu un travail important. Je crois qu'il y a des majorités qui se sont dégagées, donc il faut les respecter. Donc, à titre personnel, moi, je m'abstiendrai pour deux raisons d'ordre général. Un qui concerne la communauté de communes en général, pas la nôtre en particulier. Simplement, j'ai sans doute eu la naïveté de croire à un moment que les communautés de communes étaient un instrument au service des communes. Je crois qu'aujourd'hui, avec les évolutions réglementaires qu'on a subies, les obligations qu'on nous donne, on assiste plutôt à un asservissement des communes par les communautés de communes. Et je crois que ça pose problème. On est en train de siphonner les compétences des communes, qu'à terme, notamment dans les milieux ruraux, je crois qu'on va vers des déserts démocratiques. On éloigne l'administré de ses services de proximité, finalement. Et puis, dernier point, les économies de mutualisation dont on avait évoqué il y a quelque temps l'existence, je crois qu'on ne les verra jamais. Donc, à ce titre-là, voilà ce que je veux dire. Le deuxième point qui fait que je m'abstiens également aujourd'hui, c'est en fait on vote des statuts, mais statut, c'est pas uniquement un terme juridique, c'est un engagement politique, puisqu'il y a effectivement des déclarations d'intention, des volontés d'engager des actions. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une réflexion qu'on n'a pas menée, c'est l'adéquation entre notre volonté de mener un certain nombre d'actions et les capacités financières à les faire. Et je crois qu'aujourd'hui, là-dessus, il y a un hiatus, et je crains qu'on va fabriquer des déçus. Voilà le sens de mon vote d'aujourd'hui, donc je m'abstiendrai. Je vous remercie, monsieur Clavier. Est-ce qu'il y a d'autres remarques?
Monsieur Chorin? Oui. Moi, je pense à ceux qui ont pour habitude de visionner nos séances après coup, là, tranquillement chez eux. Et même s'ils sont sûrement attentifs à ce qui se passe depuis 2 ans lors de nos différents conseils, doivent être étonnés de se dire, quoi, encore les statuts? C'est-à-dire, comment? Cette question n'est pas encore réglée. Il y a 2 ans que nous existons et c'est pas encore réglé. Et ils doivent se dire aussi, comment ça se fait qu'on puisse mener des actions depuis 2 ans sans avoir un cadre sûr, pérenne, solide, qui indique que ces actions vont dans un sens commun, avec une cohérence. Et je pense que je partage leur étonnement. Je pense aussi que cette absence depuis 2 ans de statut rejaillit sur la qualité des services que notre collectivité rend à la population. Et alors c'est vrai que nos statuts vont changer pour la 3e fois depuis 2 ans. Et que, en plus, je les estime toujours insatisfaisants, et donc je m'abstiendrai, je vais vous dire pourquoi, un peu pour quelques raisons qu'a dit M. Clavier, mais j'en préciserai d'autres. Et je pense qu'il est nécessaire pour la bonne compréhension de notre débat, ou enfin de la proposition qui est affichée d'un nouveau statut, de réexpliquer pourquoi on en est arrivé là. Parce qu'il faut se rappeler que c'est en avril 2016 que l'on sait que nos différentes communautés vont devoir travailler à l'écriture d'un projet commun qui se traduira par des statuts. Alors même si, pour te préciser, c'est que la communauté de Podinsac n'était pas obligée de grossir. Elle avait déjà le niveau qui permettait peut-être de continuer de la manière où elle travaillait. Ça ne n'avait pas échappé. Mais c'est bien de préciser, ce n'était pas obligatoire. C'était obligatoire pour nous, mais pas pour la communauté de communes de Podinsac. Et donc, on savait tous qu'au 1er janvier 2017, on devait déjà être en capacité de proposer au préfet qui allait rédiger les premiers statuts, au moins une trame qui lui permettrait peut-être déjà de rédiger des éléments qui nous permettraient d'agir assez vite et avec une direction. Dès le mois de juin 2016, je crois que certains élus, et les élus de l'Oupiac en font partie, ont commencé à s'inquiéter un peu de la lenteur des travaux qui étaient engagés, et on sentait bien qu'on ne serait pas en capacité de proposer au préfet un projet de territoire, et même un nom. Je me rappelle même avoir proposé et avoir souhaité que la population soit associée à ce processus d'écriture, et rien ne se fit. Donc, sans proposition venant de nous, les élus, le préfet arrête la création au 1er janvier 2017 de notre nouvelle EPCI avec un nom, maintenant on ne s'en rappelle plus, moi je me rappelle un nom à rallonge, et avec pour statut la compilation de tous ceux dont étaient dotés les collectivités ayant fusionné. Et le préfet à cette époque-là nous avait laissé un an pour les réécrire, les modifier et les adapter bien sûr au mieux à la nouvelle entité. Après son élection, le nouveau président s'engage à faire émerger au cours de l'année 2017 un projet de territoire. Certains ici ont participé activement, je crois, aux premiers séminaires qui se sont tenus à Portes, à Landiras, à l'hôpital de Cadillac, et j'en oublie peut-être. Et ces ateliers avaient laissé espérer une écriture rapide d'un projet qui répondrait à 3 urgences bien identifiées et confirmées hier par les participants aux ateliers du Conseil de territoire social, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, ou projet social de territoire, voilà. Une urgence sociale, une urgence écologique et une urgence démocratique. Et malheureusement, la mèche allumée et qui pétillait s'est vite éteinte et l'écriture du projet politique de notre territoire s'est arrêtée net. Donc, en décembre 2017, nous avons voté en catastrophe de nouveaux statuts rédigés dans l'urgence, corrigés parfois comme ce soir la veille de la date de réunion du Conseil, porteurs d'incohérences que le Conseil citoyen avait souligné et qui, selon moi, n'apportaient pas de réponse définitive et stable. Il avait été précisé à ce moment-là, dans cette salle, que ces statuts de décembre 2017 étaient provisoires et qu'ils seraient révisés en 2018, et le mois de mai avait été
avancer. Nous sommes en septembre, revoilà nos statuts, donc toujours rédigés dans l'urgence. Par exemple, pour information, la commission environnement n'a même pas eu le temps de donner son avis avant l'envoi du document. Elle s'est réunie hier et à la seule remarque d'un participant qui voulait éventuellement modifier quelque chose, on lui a rétorqué que les maires s'étaient réunis, qu'ils avaient décidé et qu'on ne changeait rien au texte qui était proposé. Donc, on est nombreux, je crois, ici dans cette salle, à avoir découvert des propositions qui sont dans ces statuts ou dans les intérêts communautaires, même s'ils ont été enlevés, on les a appris il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 jours. Notamment, par exemple, les 3 axes de la politique culturelle et patrimoniale, ou sur tout le petit paragraphe sur les transports, même si ça me convient, hein, mais je crois qu'il n'y a jamais eu de débat collectif. Au niveau du Conseil, il n'y a jamais eu de débat au niveau du Conseil. Non. Non. Non, ça a été rajouté au dernier moment. Non. Au développement économique, on était combien? C'était pas dans le développement économique, c'était la commission sociale. Est-ce que les autres commissions en ont parlé? Non. Et je regrette, ça fait le lien, ça fait tout à fait le lien avec ce que j'allais dire derrière, c'est que les élus ont été peu associés pour moi à cette rédaction de statut, la population donc encore moins. Il n'y a jamais eu de débat en intercommission, ce qu'on a regretté à la commission des environnement, parce que les commissions ont travaillé souvent dans leur coin, de manière trop hermétique et sans partage d'informations. Pour moi, les questions de transport vont revenir, de mobilité, de santé, de développement économique et d'environnement devraient être traitées en commun, chacun regardant dans la même direction. Mais laquelle, et là j'en reviens au problème que cette direction n'est toujours pas définie. À quel modèle de développement de nos territoires doivent contribuer nos statuts qui sont le moteur de notre action? On ne le sait toujours pas et ce flou devient de plus en plus handicapant. Ces statuts, malgré toute la bonne volonté et la compétence de M. Bourgeois qui a contribué à les rédiger, restent pour moi un catalogue qui compile les compétences et la définition d'intérêts communautaires issus du passé. Le catalogue est mieux écrit, c'est vrai, mieux ordonné, il répond à la réglementation, mais c'est tout. Et si on ne peut rien leur reprocher, il n'apporte aucun souffle nouveau politique à notre collectivité. On nous propose de voter des compétences et de définir l'intérêt communautaire d'action sans architecture qui permettrait sûrement de les hiérarchiser, de leur donner un sens et efficacité. Par exemple, le bureau des maires a balayé l'idée d'engager la communauté dans un agenda 21 qui serait en plus un premier pas vers un agenda 30 à l'image de ce que fait le département. Moi je trouve que par cette décision, que je ne partage pas, vous en doutez, notre collectivité indique son refus de prendre en compte une urgence climatique et écologique parfaitement connue maintenant et, excuse-moi du terme, nous pètera à la figure de toute façon. C'est un mauvais signal envoyé aux acteurs économiques et associatifs de notre territoire, à la population d'aujourd'hui et surtout aux générations de demain que je refuse d'assumer. Donc, ces statuts tels qu'ils sont écrits ne nous engagent pas dans une direction claire et assumée vers une autre société répondant aux besoins humains essentiels. Ils annoncent des investissements futurs somptuaires sans promesse de résultats probants. J'ai bien peur que leur application au coup par coup soit la seule affirmation de notre projet de territoire, avec toutes les dérives et risques de gaspillage d'argent public que cela peut engendrer. Donc cette absence de projet commun associée au manque criant de concertation et de temps de réflexion, ainsi que le dernier message fort envoyé par le Bureau des maires concernant la compétence environnementale, m'amène à m'abstenir, avec regret, car je n'oublie pas le travail de clarification mené par certaines commissions, et la prise en compte d'idées et de remarques que j'ai pu émettre. Un vrai projet politique pour préciser l'action de notre collectivité est encore à écrire en lien avec le projet social de territoire. Il serait une aide dans la rédaction du futur PLUI et le conseil citoyen composé d'habitants motivés et compétents se réunissant la veille de chaque conseil communautaire est disponible pour contribuer à sa rédaction. Il n'attend qu'une volonté. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Cholon, de votre contribution.
Bon, je vais pas effectivement rappeler certaines inexactitudes par rapport au statut, mais plus particulièrement par rapport à l'arrêté du préfet, il y en avait une grosse quand même, puisqu'au moment de la fusion, lorsque le préfet prend l'arrêté effectivement de fusion, la loi lui demande de faire un amalgame des compétences existantes, à nous de travailler après pour effectivement avoir des compétences qui sont communes. Donc on aurait proposé quelque chose au préfet avant, il n'aurait pas pu le retenir puisque la loi l'interdisait. En fait, ça fait partie des imprécisions effectivement que vous avez égrenées. On va pas y revenir. Aujourd'hui, le travail a été fait, je vous l'ai dit, au niveau des commissions. Il a été fait avec beaucoup d'intérêt. Chacun a pris part effectivement aux travaux. J'aurais aimé beaucoup plus effectivement que vous vous exprimiez, puisque vous êtes dans toutes les commissions, que vous exprimiez un peu plus à chaque commission, y compris en bureau des maires. Alors il semble qu'effectivement, le bureau des maires ou les commissions, c'est pas forcément la tribune qui vous convient. Mais enfin bon, peu importe, et je vous remercie effectivement en tout cas de cette contribution qui nous est très précieuse. Merci. S'il vous plaît, tu veux finir de répondre, Lionel? Juste une remarque, parce que ça c'est une petite attaque gratuite. Je participe aux réunions de commission, j'ai fait l'effort d'essayer d'avancer des idées. Je pense avoir contribué à la rédaction de certains termes même dans des statuts, je vais m'abstenir, mais dedans il y a quelques éléments dans lesquels je me retrouve et que je suis content d'avoir réussi à faire écrire. C'est un travail démocratique, M. Chauvin, vous le dites vous-même. Mais ne dites pas que je ne dis rien dans les commissions, et vous n'êtes pas à toutes les commissions où je suis. Bien sûr. Mais vous non plus, vous n'êtes pas à toutes les commissions, un peu là où je suis. Voilà. À 15h, quand je travaille... Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et si vous permettez, Monsieur le Président, juste pour là aussi préciser le choix qui est le mien par rapport à ce vote, c'est que je vous remercie par rapport à l'ouverture qui a lieu pour les réunions de bureau de maire, puisque ce n'était pas le cas auparavant. En 2017, j'ai piqué un coup de gueule qui a été recensé un petit peu partout par rapport à tout ce que l'on vit aujourd'hui. Il ne faut pas être un devin pour savoir ce qui allait se passer. Simplement, aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, c'est que, comme l'a dit Dominique Lavier, effectivement, on ne sert pas assez l'intérêt général. C'est ce que j'avais déjà constaté les premières années. J'aurais préféré que l'on reste, puisqu'à part ça, qu'on était contre cette fusion, comme l'ont été d'autres communes, mais je suis un démocrate, donc après, je respecte le choix qui a été fait, et ça ne me dérange pas que l'on soit ce que nous sommes aujourd'hui, sauf que c'est vrai que ce n'est pas forcément l'intérêt général que nous servons en premier. Et je vais citer juste un exemple. Vite fait, je suis allé au Puy du Fou, et là-bas, tout a été fait pour que les routes convergent en un seul et même point, parce que c'est celui-là qui est le plus important. Mais avant de faire le Puy du Fou, on a fait en sorte que les routes soient convenables, et quand on veut développer le tourisme, et le tourisme fluvial, il faut être capable de mettre à disposition pour tous ces touristes des routes convenables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce genre de point-là aussi sur lequel je voudrais qu'on se penche un peu plus, parce qu'il y avait une démarche qui avait été faite, mais avant d'entamer tout un tas de travaux pour des pontons et tout ce genre de choses, il aurait été bien qu'on mette à disposition d'un touriste et que l'on puisse développer mieux notre infrastructure routière. Voilà ce qui fait que, pour ce genre de raisons, je m'abstiendrai. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques particulières? Oui. Si je peux me permettre, et sans me faire perdre trop de temps pour ce vote, simplement, je voulais dire que je rejoins, mais mot pour mot, ce qu'a dit Dominique Clavier. Honnêtement, voilà. Concernant le travail, je remercie toutes les commissions qui ont beaucoup travaillé. Et évidemment, je ne vais pas me mettre à dénigrer tout le travail qui a été fait, parce que ça ne serait pas raisonnable de la part de quiconque. Voilà, c'est comme ça, la loi nous a imposé ces fusions, la loi nous imposera on ne sait pas quoi, je ne suis pas Madame Soleil, mais c'est vrai que cet asservissement, c'est une intime ressentie, que vous ressentez peut-être pas, mais bon, moi je crois qu'il ne faudra pas complètement dépouiller le rôle des communes, parce que, évidemment, que leur disparition programmée se fera. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes tous des petites communes.
La mienne comme la vôtre, c'est pas parce qu'on est une commune de 2000 ou 2700 habitants qu'on est une grande commune. Alors peut-être qu'il y aura une commune, une strate encore plus importante pour définir la commune. Bon, donc voilà ce que j'avais à dire. Donc écoutez, mon sentiment, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais je vous fais partager le mien. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Et je vais vous proposer de passer au vote sur ce point numéro 1. Qui est contre cette délibération? Personne n'est contre. Qui s'abstient? Madame Peigné, Philippe Dubourg, Lionel Cholon, Pascal Rappé, Mathieu Truffard, Michel Latapi, Madame Penaud, Monsieur Cavaillol, il y a 2 voix avec celle de Monsieur Manceau, c'est bien ça, et Dominique Clavier. On reprend? Alors, Philippe Dubourg, Madame Peigné, Monsieur Cholon, Monsieur Rappé, Madame Penaud, Monsieur Cavaillol, Monsieur Truffard, Monsieur Manceau, Monsieur Latapi et Monsieur Clavier. Je considère que le reste est pour et je vous remercie beaucoup. Monsieur Rappé est arrivé en retard et vous l'avez noté, c'est bon? C'est bon pour le vote? D'accord, merci beaucoup. Donc la délibération numéro 2, nous la sortons. Alain Quérens, administration générale, demande de retrait de la communauté de communes de Convergence-Garonne du syndicat d'assainissement de la région de Saint-Macaire. Vous avez peut-être lu les différents attendus. Donc le syndicat de la CDC a adhéré au syndicat d'assainissement de la région de Saint-Macaire depuis le 1er janvier 2018. Cette compétence, donc pour la compétence en matière d'assainissement non collectif. Ensuite, donc, la CDC va lancer un nouveau marché. Donc, on a prorogé le marché d'assainissement du SPAM jusqu'au 31 décembre 2018. Et on doit lancer d'ici là un nouveau marché donc, pour l'assainissement non collectif. En commission, dans une optique d'uniformisation des services, les élus de la commission ont proposé à l'unanimité d'intégrer à ce marché les 4 communes suivantes, donc Loupia, Gavarnin, Montpellier, Sainte-Bolimont. Par avenant, dans le courant de l'année 2017, on avait également intégré la commune de Cadillac dans ce marché, puisque auparavant elle fonctionnait en régie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, on est en capacité de passer un marché donc, sur 22, je ne sais plus si c'est 24 communes voilà, sur la CDC. Puisque dans un commerce sont sur le sillon de de Saint-Brice et puis l'Estiac-Taillé, je crois, sur le sillon de Langoiran, et que les marchés ne sont pas arrivés à terme, donc on ne peut pas les étendre à ces 4 communes supplémentaires. Donc le Conseil communautaire donc, on vous propose plutôt d'approuver le retrait de la CDC donc, au syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Saint-Macaire. A priori, ça ne leur pose pas de problème. Les communes avaient déjà dialogué avec le président du syndicat. On a reçu une lettre donc, qui accuse réception du courrier d'intention en date du 11 septembre. Et il a bien noté donc, que le Conseil validera cette décision si vous en êtes d'accord ce soir. Et il en informe également le comité syndical. Donc, on vous propose donc de délibérer pour le retrait donc, de la CDC Convergence-Garonne de ce syndicat. Est-ce que les explications d'Alain Quérens vous sont suffisantes pour apprécier cette délibération? Est-ce que vous avez besoin d'explications complémentaires ou pas? Je peux proposer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Philippe Dubourg, décision modificative. Oui, effectivement, on vous propose une décision modificative concernant un certain nombre d'éléments. D'abord, concernant l'emprunt relatif au passerelle de la communauté de commune de Valor-de-l'Artolie, considérant aussi les travaux aux intempéries de juillet 2014 sur les communes de l'Estiac, Paillé et Rion,
Manifestation proposée par le sous-préfet de la projection du film Nul homme n'est une île. Et enfin, les frais notariés de l'achat du terrain pour la construction d'ateliers. On a reçu une petite, petite note supplémentaire, ce qui fait qu'on a été amené à vous proposer donc que les crédits en dépenses de fonctionnement seraient ouverts pour un montant de 2 290 € et réduits d'un montant identique, et que les crédits en dépenses d'investissement soient ouverts pour un montant de 2 932 € et réduits d'un montant de 2 932 €. Merci, merci Philippe Dubourg. Est-ce que cette délibération vous pose problème? Et contre cette délibération, Madame Ducos, qui s'abstient? Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Attention, c'est une décision modificative, vous allez être obligé de signer, on va vous faire passer effectivement, Laurine va vous faire passer la feuille pour que vous puissiez la signer tout au long de nos débats. Merci. Alors, participation au syndicat mixte du Sud-Gironde au titre année 2018. Alors, considérant qu'à la suite de la création du syndicat mixte Sud-Gironde le 1er janvier 2018, les structures porteuses du SCOT et du pays Rive-de-Garonne sont dissoutes, considérant l'insuffisance des crédits inscrits au budget principal à la collectivité sur l'exercice 2018, il y a voté des crédits supplémentaires. Alors, le Conseil propose d'inscrire par décision modificative la somme supplémentaire de 29 206 € afin de garantir la participation de 2018 se décomposant de la manière suivante. Participation au budget principal 27 496, participation au budget annexe par obligatoire 35 610,30 et par conditionnel 9 474,30. Et cette somme sera imputée au budget principal de la collectivité au compte 65 541,90. Alors il s'agit effectivement de l'ensemble jusqu'à présent on adhérait effectivement des deux côtés, hein, c'est ça Benoît, donc aujourd'hui effectivement on est sur une adhésion sur le syndicat mixte et il n'y a plus effectivement de cotisation au niveau du PETR de l'entre-deux-mer. C'est pour cela qu'il faut inscrire cela. Alors il y a une petite copier-coller malheureux là, et on n'a pas eu le temps d'en parler avec Philippe Dubourg, mais c'est simplement d'inscrire par décision modificative, c'est pas une décision modificative puisqu'effectivement le compte est provisionné. Donc il faut enlever par décision modificative, c'est un petit copier-coller malencontreux. C'est simplement cela que je voulais préciser. Voilà. Des remarques? Et contre cette délibération, il s'abstient. Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. On continue. On continue, alors c'est l'histoire de transfert d'emprunt de la communauté de communes de Vallon de l'Artolie, la communauté de communes Commerce-Garonne. Si vous voulez, il est précisé que, considérant qu'il reste un emprunt dans le capital restant dû, doit être réparti entre plusieurs collectivités. Considérant les compétences exercées par la communauté de communes pour les communes d'Estiac-sur-Garonne, Paillé, Rion et que la voirie et la façade fluviale, considérant qu'à raison de la dissolution des biens matériels de la communauté de communes du Vallon de l'Artolie sont retournés dans le patrimoine des communes concernées et qu'ils ont été transférés à la communauté de communes Commerce-Garonne en application du transfert des compétences, le conseil communautaire donc décide d'intégrer la part d'emprunt revenant à notre collectivité telle que définie ci-dessous. Capital restant dû au 2 août 2017, 69 400,33 €, par voirie 46 533,66 et par façade fluviale 22 866,67, taux fixe de 1,72%, échéance trimestrielle, date à la fin de l'emprunt 1er août 2030, et impute en dépense du budget principal de la collectivité au compte 1641 € et 66 111. Cet emprunt est soumis aux indemnités, ça veut dire, je ne me rappelle plus. C'est aux intérêts. Oui, aux intérêts. Non échu. Non échu, c'est ça, au compte 66 112. Oui, alors vous allez peut-être me poser la question, pourquoi effectivement
la prise en compte de cet emprunt maintenant, à cette heure-là. Il s'agit qu'effectivement d'un emprunt qui avait été contracté par la communauté de communes des Vallons de l'Artolie. Je parle sous le contrôle de Guy Moreno, mais c'était un emprunt global à l'époque, où effectivement, qui concernait des opérations qui sont maintenant sur plusieurs communautés de communes. Et il s'est trouvé à un moment donné que cet emprunt-là, on n'a pas pu effectivement le travailler d'une manière très fine, étant donné que les Vallons de l'Artolie, l'arrêté de dissolution est arrivé un petit peu tard, et qu'il y a eu des problèmes pour flécher quelque part les choses et savoir à qui revenait, que chacun trouve ses petits en fin de compte dans cet emprunt. C'est un travail qui a été mené par la Caisse des dépôts et consignations, où ils ont effectivement décortiqué tous les budgets pour regarder effectivement où on en était. L'emprunt était global, et on a aujourd'hui effectivement le résultat. C'est pour cela qu'on vous propose cette délibération, puisque cet emprunt n'était pas encore pris en compte. Ça concerne plus particulièrement des passerelles qui ont été effectivement mis en place au niveau du Cap Horn, c'est ça, hein, c'est ça. Et un petit peu en amont, je ne connais pas trop les lieux, mais c'est au niveau du Cap Horn. D'accord. Voilà, donc, oui, M. Cholon. Puisque c'est un emprunt qui va se rajouter, est-ce qu'on pourra connaître l'encours de la dette? Bien sûr, à tout moment, M. Cholon, quand vous voulez. Oui. Vous faites la demande et vous l'avez. D'accord. Parce que normalement, on doit la donner au moment de vote du budget, on ne l'avait pas eu. Donc, si, l'année dernière, vous l'avez eu. Non, c'est moi qui ai annoncé un chiffre. On ne m'a pas contredit, donc c'est peut-être le bon. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Il y a un tableau, vous avez dû avoir le tableau. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il n'y a aucun souci. Bon, voilà, donc, mais je pense que vous pouvez aborder aussi ça en commission de finances, hein, monsieur. Hein? Elle s'est réunie pour les emprunts. Voilà, elle s'est réunie pour les emprunts, nous dit. Voilà. Elle était à 18h. À quelle heure elle était? 18h. Bon. Elle était à 18h. Les amis à 18h. On va passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, autorisation de signature de la convention Tipeee pour la régie du service enfance et jeunesse. Alors, si vous voulez, considérant la mise en œuvre du service de paiement par carte bancaire sur Internet des titres exécutoires émis par la collectivité adhérente dont le recouvrement est assuré par le comptable public assignataire pour la convention Tipeee, considérant le recouvrement des factures émises par la régie qui seront mises en ligne et payables par carte bancaire sur Internet et dont le recouvrement est assuré par le régisseur par la convention Tipeee Régie. Donc, si vous voulez, après avoir délibéré, le Conseil communautaire autorise M. le Président à signer la convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales Tipeee et tous les documents y afférents pour le recouvrement des factures enfance et jeunesse couvrant le territoire de la communauté de communes Convergence Garonne. Bon, on connaît tous effectivement cette démarche auprès effectivement de la trésorerie. S'il n'y a pas de remarques, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Jérôme Gauthier, culture et vie associative, fixation des tarifs de spectacle. Point de ces 4 délibérations concernant la culture et la vie associative, donc, comme vous voyez, concerne la fixation de tarifs. Donc, il s'agit d'aspects financiers donc votés en conseil communautaire. Il s'agit de spectacles donc organisés dans le cadre du partenariat que nous avons avec la Forge. Et les 3 tarifs, d'ailleurs, tarif plein 12 €, réduit 10 € et tarif enfant 5 € sont alignés sur les tarifs pratiqués par la commune de Portel donc pour cet élément donc, de la Forge. Donc ça c'est la première chose. Petit élément, donc vous avez vu qu'il y a la notion de petit ambassadeur. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un ambassadeur. L'idée c'est qu'il y a des spectacles qui sont organisés en journée, donc avec les écoles évidemment, dans le cadre scolaire. Et ces enfants, lorsqu'ils reviennent le soir en amenant un camarade, un parent, un enfant d'une autre classe qui n'a pas pu bénéficier du spectacle en journée, et lui à l'entrée gratuite parce qu'il a ramené quelqu'un en plus. C'est ce qu'on appelle donc l'ambassadeur. C'est pour ça que vous avez ce petit élément un peu particulier par rapport à ça. Voilà, là il s'agit simplement de voter les tarifs. Bon, est-ce qu'il y a des problèmes par rapport à ces tarifs? Les explications de Jérôme. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Monsieur Gauthier, on continue. Donc le second point concerne l'autoriser la signature d'une convention du président avec l'IDAC. Donc l'IDAC, vous le savez, c'est l'agence départementale du conseil départemental de la Gironde évidemment, qui cherche bien sûr à développer tout ce qui est vie culturelle, soutenir la vie culturelle du territoire de la Gironde.
Pour information, en fait, l'IDAC, vous l'avez peut-être vu dans la situation qui va suivre, la demande de subvention nous aide déjà depuis des années en réalité, mais il se trouve que là, on avait une convention qui était liée l'Artoli, mais pas la communauté commune Convergence-Garonne. C'est pour ça que si vous avez regardé les dates, en fait, la convention, elle date même de 2017 parce qu'elle existe, elle est déjà en place, si on peut dire concrètement, et en 2017 et en 2018, l'IDAC nous a déjà aidé financièrement, mais il fallait réguler la situation et mettre ça au bout du jour, d'où la demande de fait pour autoriser le président à signer cette convention avec l'IDAC. Je crois qu'effectivement, l'IDAC est très précieux pour tous ceux qui organisent des manifestations. Et je crois qu'on peut en remercier effectivement le conseil départemental et monsieur le conseiller pourvu que ça dure, parce que c'est quelque chose d'important et l'IDAC est très précieux pour nos collectivités. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers sur cette délibération? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. On va pouvoir signer la convention, Jérôme. On continue. Toujours les autorisations du coup. Donc il s'agit d'une convention entente, qui est donc un système un peu particulier. Donc vous vous souvenez aussi que nous sommes en côté AC, donc avec la COCDC des Réolais Sud-Gironde, on travaille donc pour tout ce qui est conventionnement, éducation artistique et culturelle. D'ailleurs ce côté AC se termine en fin 2018, donc au mois d'octobre, au mois de novembre, je vous proposerai d'autoriser le président à signer la convention qui va suivre pour les 3 années à venir, toujours en partenariat avec le Réolais en Sud-Gironde. L'idée, d'une part, c'est que ça a pris d'abord une autre ampleur. Au début, c'était donc au niveau de l'Artoli et de la Sud-Gironde. Le Sud-Gironde s'est étendu en termes territorial. On a donc une toute autre ampleur ici avec la communauté des communes. D'où la nécessité d'avoir notre pilotage, oui, même s'il existe déjà des comités de pilotage, évidemment, d'une part. Et d'autre part, avec cette prise d'ampleur, avec ces compétences qui sont développées dans l'éducation artistique culturelle, nous avons souhaité, avec le Réolais Sud-Gironde, mutualiser un poste sur 2 jours. C'est-à-dire, donc, une journée, la personne travaillera ici, donc à Convergence-Garonne, et une journée donc, à La Réole, pour le Réolais en Sud-Gironde. Donc l'idée, c'est de mutualiser ce poste. Il est en partie subventionné d'ailleurs par la DRAC et le conseil départemental. On le verra dans la demande de subvention pour la délibération suivante. Et donc l'idée, c'est de mettre en place une entente pour gérer tout ça. Cette entente, elle se réunirait au moins une fois par an, c'est-à-dire à la fin de l'année scolaire, puisque tout ce qui est éducation artistique culturelle est basé sur le rythme scolaire, voir tout ce qui s'est passé, est-ce que tout ce qui avait été programmé s'est déroulé, bien déroulé, et puis ensuite faire des propositions pour l'année suivante, sachant que cette entente, elle n'a pas de pouvoir décisionnel, elle n'a pas de pouvoir exécutif, elle va faire des propositions, et c'est le conseil communautaire de chacune des 2 collectivités qui décidera de faire ou de ne pas faire, ou de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Cette entente, elle a aussi une durée équivalente à un côté AC, donc qui dure 3 ans, qui dit donc les 2 communautés de communes. Simplement, il faut aussi donc des personnes de chaque communauté de communes qui représentent les territoires, les collectivités dans cette entente. Donc il faut 3 élus de la communauté des communes. Donc en toute modestie, je me propose, et je suis d'accord j'accepte la proposition. J'ai demandé donc aussi à Sylvie Porta et à Jean-Marc Pétan donc d'être à mes côtés dans cette entente, qui ont très gentiment accepté, je les remercie, puisque tout simplement l'éducation artistique culturelle a un lien avec tout ce qui est pôle social et un lien avec l'enfance jeunesse. Donc il me semblait logique que ce soit ces 3 personnes-là, si vous voulez bien, et ça sera la même chose du côté du Réolais Sud-Gironde, qui représente donc la communauté des communes de cette entente. Bon, il s'agit de propositions, bien entendu, que fait Jérôme Gauthier. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette proposition? D'abord, effectivement, de convention d'entente intercommunale, et puis après effectivement, nos représentants de la communauté de communes, qui sont les 3 vice-présidents et qui sont en charge, effectivement, puisqu'en fait, vous avez compris, c'est quand même un sujet qui est assez transversal. Il n'y a pas de remarques là-dessus? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Donc, nos 3 membres sont désignés par le conseil communautaire. Jérôme Gauthier. Donc, dernière délibération pour ma part concernant une délibération que nous avons déjà prise. En réalité, si vous vous souvenez, au mois de juin, vous avez présenté cette délibération et le tableau qui sont les demandes de subvention donc, aux différents partenaires, la DRAC, donc l'IDAC, le conseil départemental, donc le partenaire financier, en l'occurrence pour l'éducation artistique culturelle, sauf que
la DRAC notamment a souhaité que nous fassions une nouvelle délibération pour réajuster donc parce qu'on peut mettre le tableau peut-être, c'est pareil, on l'a ici pas, non, n'importe, voilà, pour ajuster donc le tableau avec les nouveaux chiffres. Nous avons donc demandé de délibérer de nouveau pour mettre ça en place. Et juste si vous voyez j'étais votre attention sur une petite ligne qui apparaît qui donc soutient l'ingénierie, oui, au niveau donc de la DRAC. Et par contre le conseil départemental c'est à l'intérieur de la somme. Il y a donc là-dedans de l'argent qui cofinance donc le poste de 2 fois une journée dont je vous parlais il y a quelques instants en fait. C'est ça le soutien à l'ingénierie. Qu'est-ce qui veut réagir sur cette délibération? Encore une fois, c'est une actualisation au niveau des chiffres de la délibération qui était prise au mois de juin. On y va? Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Madame Dereau, on va revendre les matériaux pour la ferraille. Pour la ferraille, alors notre contrat pour la ferraille arrive à son terme au 30 janvier 2019. La ferraille issue de la déchetterie de Virlade arrive à son terme donc, en janvier 2019. Nous adhérons actuellement à un groupement de revente de matériaux avec diverses collectivités où les prix sont nettement plus négociés à la hausse. Donc il avait été proposé et retenu en délibération 2016 que la ferraille réintégrerait ce groupement de commandes à l'issue du terme de son contrat actuel du marché. Donc il nous faut une délibération pour pouvoir intégrer la ferraille à ce groupement de revente des matériaux. Donc c'est ce qui vous est proposé aujourd'hui, de mutualiser la ferraille avec le reste des matériaux déjà repris au groupement de commandes actuel, de revente des matériaux actuels. Merci Madame Dereau. Bon, je pense que c'était clair. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Développement économique, donc autorisation de signature de la convention avec l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Vous savez, cet établissement qui va nous permettre de travailler sur les zones et plus particulièrement pour commencer là sur la zone de Cérons où les choses commencent à se décanter un petit peu. Vous savez, c'est la zone qui est juste en face de PMA. L'établissement foncier, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je sais qu'il y a des communes déjà qui ont adhéré, permet effectivement de faire un portage de l'achat, un portage qui dure entre 4 et 5 ans, le temps à la collectivité, de reprendre après les biens et de pouvoir effectivement soit les commercialiser elles-mêmes en faisant les travaux, soit les vendre à un aménageur qui lui se chargera de tous les investissements. Donc aujourd'hui, l'établissement public foncier nous permet cela. C'est quelque chose d'assez puissant et qui a une grosse force financière. Donc je vous propose effectivement qu'on adhère à l'établissement public foncier pour pouvoir effectivement réaliser ces opérations de portage financier de nos futures zones d'activité. Est-ce qu'il y a problème particulier? Non. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Alors là, la dernière réunion de la commission a travaillé sur des attributions de subventions dans le cadre du règlement d'intervention de soutien aux dynamiques économiques et collectives. La proposition que nous fait la commission, c'est de retenir effectivement 3 propositions. Le syndicat des vignerons de Loupiac pour la journée porte ouverte à hauteur de 1 500 €. La mairie de Cérons pour le forum à hauteur de 500 €. Et une demande de la mairie de Loupiac en vue de l'installation sur un terrain communal d'une activité maraîchère. La commune de Loupiac demandait 6 000 € et la commission a tranché à 4 000 €. C'est une opération qui est assez novatrice et j'espère, monsieur le maire, qu'au fur et à mesure effectivement de l'avancement de vos travaux et de votre projet, vous nous tiendrez au courant. Je sais que la mairie de Marsac a déjà effectivement pratiquement conventionné pour avoir les légumes pour son école, et je crois que c'est une bonne chose. Et si on peut effectivement aller plus loin, ça sera avec plaisir. Donc on va regarder ça avec beaucoup d'attention.
Et puis, si vous avez l'occasion, vous nous ferez un petit retour par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Oui. Alors, c'est juste pour expliquer le vote que je vais donner. Donc, je m'abstiendrai. Je ne sais pas si c'était la dernière commission économique, sinon je l'aurais signalé. Donc, je m'abstiendrai pour la subvention sur Roupiac. Vu le comportement des élus de Roupiac par rapport à l'accès rond-point pour les pompiers ils ont refusé la participation qui leur a été demandée pour la commune de Bégueil, alors que ça avait été lors de la réunion qui avait eu au SDIS, l'élu président de Loupiac avait donné son accord, on va dire. Le conseil municipal est revenu dessus, donc c'est la mairie de Bégueil qui va prendre en charge cette part-là. Donc pour cette raison-là, je m'abstiendrai. Je ne veux pas priver les enfants de légumes. Je vous remercie, monsieur Droit. Il y a des remarques particulières? Pas de remarques? Plus de remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? François Droit. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Développement économique, opération collective de modernisation du syndicat mixte du Sud-Gironde, soutien aux investissements. Donc, il s'agit d'un accompagnement aux entreprises qui va s'articuler sur 2 étapes, un bilan conseil et une aide à l'investissement. C'est ciblé sur le territoire de la rive gauche, et je vais demander à Benoît, là, qui vient de me faire un petit topo là-dessus, parce que je pense qu'il va être plus précis que moi par rapport à ça. Oui, vous avez observé qu'effectivement, ça ne concerne que la partie rive gauche du territoire. La raison est simple, c'est que lorsque l'OCM a été mis en place, c'est territorialisé. Donc, c'était à l'époque, on était pas encore tout à fait fusionné. Donc, il y avait un OCM sur le PETR entre 2 maires, qui a démarré avant celui du Sud-Gironde. Donc les communes de la rive gauche et la rive droite ont pu bénéficier, le cas échéant, de subventions dans ce cadre-là. Et du coup, avec un peu de retard, l'OCM se déroule sur la partie rive gauche. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça exclut les communes rive droite. Voilà. Mais à l'issue, bien sûr, du dispositif OCM, si l'État reconduit, la région reconduise leur dispositif, bien évidemment, ça sera étudié à l'échelle de l'ensemble du territoire. Merci pour ces explications, Benoît. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Jean-Marc Pelletan. Il s'agit de voter le règlement intérieur des accueils périscolaires, pour les structures du périscolaire matin et soir. Et en particulier, et notamment, l'emploi du logiciel AIGA, le logiciel qui a été choisi, qui ne facture plus à l'heure, mais à la demi-heure. Voilà. Ce qui fait que à 95% les familles sont avantagées. Malheureusement, il y a à la marge, il y a quelques familles qui sont désavantagées. Mais c'est vraiment très particulier. Un exemple, une famille qui prendrait 40 minutes le matin et 10 minutes le soir, en fait, elle n'a fait que 50 minutes. Avec l'ancien logiciel, elle était facturée 1 heure. Là, elle sera facturée 1h30 puisque c'est à la demi-heure. 40 minutes, ça fait 2 demi-heures, plus 10 minutes le soir, ça fait une autre demi-heure, donc ça fait 1h30. Mais c'est quand même très à la marge, hein, parce que 10 minutes le soir, c'est pas énorme. Et également, on a mis un prix plancher, un plancher de 15 centimes pour la demi-heure, et un prix plafond de 70 centimes la demi-heure. Voilà, on les a mis dans une fourchette. Voilà les principales modifications qui ont été faites sur ce règlement intérieur des structures périscolaires. Merci. Des questions? Merci Jean-Marc. Non, je ne pense pas, je vais passer au vote. vote. C'est pas compliqué, c'est logiciel. Et contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. On continue Jean-Marc, le règlement intérieur du point. Loisirs jeunes. Alors le plage, c'est pareil, c'est le règlement où nous amenons quelques petites modifications, à savoir par exemple que le site internet, qui n'est plus plage CDC Coteau de Garonne,
mais qui est plage Convergence-Garonne, par exemple. L'adresse également a changé. Et puis pour la vaccination, maintenant on accepte soit le carnet de santé, soit un certificat médical de vaccination, enfin, pour les vaccinations obligatoires. Il y avait ceci, et la deuxième, c'est que les factures, ce sera facturé mensuellement au niveau du plage, et que ces factures seront envoyées par courrier. Voilà les deux modifs qui ont été vus en commission et qui modifient le règlement intérieur du plage. Voilà, ce sont des modifications qui apportent de la précision et qui sont vraiment à la marge, puisque c'est plutôt ça touche plutôt l'administration du plage, donc autant effectivement sanitaire que financier. Ouais, ça ne bouleverse rien. Voilà. Oui, monsieur Cholon. C'est normal, sur le plage, ça évitera de la poser en questions diverses. Est-ce qu'il a déménagé à la Villa Rosa, comme on nous avait dit que ça devrait être fait en septembre? Et puisque j'ai lu, on vient d'apprendre qu'il y avait un architecte qui avait été nommé, et est-ce qu'il y a une évaluation des travaux? Est-ce que c'était dans les questions qui n'ont pas pu être abordées à la commission bâtiment, puisque j'ai reçu le compte rendu, ce qui est très bien, le travail est bien fait, mais à la fin il y a marqué les dossiers donc de la crèche et du futur bureau administratif ont pris trop le temps de la commission, et donc il y a marqué, donc on n'a pas eu le temps d'aborder les points sur les autres dossiers en cours. Est-ce que le plage faisait partie des dossiers en cours de la commission bâtiment? Didier Casimajo va vous répondre. Disons qu'à cette commission bâtiment, effectivement, il y avait beaucoup de sujets à traiter, bien évidemment, donc on n'a pas pu effectivement traiter tous les sujets. Ça fera l'objet d'une autre commission bâtiment, à laquelle vous serez bien évidemment conviés, il en va de soi. Concernant donc le choix de l'architecte, bon, mais ça a été fait, je dirais aussi également en commission, puisque c'est monsieur Jean-Marie Villard, l'architecte, donc, qui a été désigné. On a eu plusieurs réunions sur place, nous sommes rendus sur place pour voir un petit peu l'état des lieux. On a refait une réunion donc, avec les services concernés pour éventuellement modifier certaines prestations, je dirais, au niveau de l'agencement, donc tout ça c'est en cours. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à lancer les appels d'offres et commencer les travaux en fonction de ce que nous avons prévu initialement. Vous êtes où là, à l'heure actuelle ou... Attendez, je vais répondre à la première question. C'est vrai qu'effectivement, vous avez bien compris qu'effectivement on était dans l'urgence, on était sur... La communauté de communes des Coteaux de Garonne avait demandé à l'hôpital de Cadillac de lui louer un ancien logement, je crois, c'était juste à côté de l'hôpital. Et donc le directeur, M. Bouchard à l'époque, nous a demandé si on pouvait effectivement lui restituer ce bâtiment. Il a essayé de trouver des solutions, mais des solutions qui n'étaient pas forcément compatibles avec les besoins effectivement du service. On est tombé sur la Villa Rosa, donc la Villa Rosa aujourd'hui qui est un bâtiment, si personne le connaît, il faut quand même aller le voir. C'est un bâtiment qui est d'une grande... il est très grand, il est sur trois niveaux, et c'est un bâtiment qui est vraiment en très très bon état. Donc aujourd'hui, la Villa Rosa telle qu'elle est n'est pas effectivement utilisable, donc c'est la commune de Cadillac, c'est ça, qui aujourd'hui au niveau du plage... c'est la communauté de communes. C'est le plage? Non, c'est dans les locaux de... C'est dans les centres de loisirs de la CDC, le plage, sur la commune de Cadillac. Et dès qu'effectivement les travaux d'aménagement seront nécessaires, on fera glisser le plage sur la Villa Rosa comme c'était prévu. Sachez qu'effectivement, et pour la petite anecdote, cette maison a été achetée par la communauté de communes, rappelez-vous, 140 000 €, qui est effectivement un prix qui est en dessous effectivement de la réalité du... Voilà. Elle a été acquise, c'est vrai, cette maison, me dit Benoît. On est allé signer l'acte chez Maître Orsoni à Langoiran, je pense que c'était le 28 août, ou voilà, c'était fin août. Donc là, on est en septembre, je crois que les choses vont bon train et que la commission au niveau des travaux fonctionne. On n'a pas perdu le temps là-dessus. Ceci dit, on revient à la délibération, parce que la délibération ne portait pas sur la Villa Rosa, simplement, mais sur le règlement intérieur du plage.
Est-ce qu'il y a sur ce règlement intérieur des remarques particulières? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Jean-Patrick, on va parler GEMAPI. C'est ça, on va parler sous. Donc on va parler, donc il faut qu'on fixe les produits attendus de la taxe GEMAPI. Donc on s'est réunis en commission et on a travaillé donc, dans la même ligne qu'on a travaillé l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin les gens de la fonction s'en souviennent. On a travaillé sur un programme sur 15 ans. Et donc on a fixé des objectifs sur 15 ans. Donc le budget il est bâti sur deux chapitres. Donc un chapitre dont fonctionnement et entretien essentiellement, et un chapitre investissement qui viendra en seconde phase. Dans la première phase, donc, elle va consister à mener les études de danger et les études de gouvernance. Et la seconde phase qui sera opérationnelle, où là on lancera les travaux qui découleront des études. Donc pour l'instant le budget donc, il concerne donc, les charges en entretien, en fonctionnement, donc en dépenses. Donc nous avons, donc on a un volet entretien de digue, on a pour 21 000 euros. Ensuite on a dans les charges de personnel de 20 000 euros, c'est ce qu'on restitue le mi-temps de notre technicien rivière au CIETRA. On a pour 60 000 euros, donc c'est des contributions aux divers syndicats auxquels nous sommes représentés. Donc nous avons un syndicat de bassin. Syndicat de bassin, bien sûr. Et une section, un virement à la section d'investissement. Ce qui nous fait donc en dépenses de fonctionnement 308 647 euros. Et donc en dépenses d'investissement, donc on a les études de danger qui vont comporter sur les digues, qui vont démarrer dans le courant 2019, ainsi qu'une étude de diagnostic sur le barrage de la Romée, et un gros budget de travaux donc, qui concerne la berge de l'Estia, qui est la continuité donc, de l'Artogie. Voilà. Donc pour un but. Donc c'est une fin totale de dépenses d'investissement de 308 600. Voilà, donc nous avons donc en recette, donc en subvention donc pour l'entretien des digues de la part du département, on a 4 245 euros. Donc le produit qu'on va vous proposer donc, est de 179 000 euros. Et donc en recette donc, pour l'investissement, dans les études de danger, donc le département 12 000 euros, les études de danger de l'État 20 000 euros, le barrage de la Romée donc, du département 2 000 euros. Et donc les berges donc, de Garonne pour l'Estiac, l'État donc 25 060 euros. Et berges de Garonne de la région c'est 50 100. Mais ça sont de l'argent qui a déjà été, c'est de l'argent qu'on en dispose déjà, qui a été, on a les arrêtés d'attribution. Et donc environnement de la session de fonctionnement de 199 000 euros, ce qui nous fait donc un total de recettes de 308 600. Est-ce qu'il y a des remarques particulières là-dessus, sur ce que vient de dire Patrick? La GEMAPI est une compétence qui commence à prendre effectivement de l'ampleur, on s'en aperçoit. Qui est contre cette délibération? Et je vais juste dire pourquoi, parce qu'on prend 179 000 euros d'impôts supplémentaires sur les montants. Oui, tout à fait, mais à un moment donné, quand on regarde et quand on va avoir effectivement, on va rentrer dans le dur au niveau de certaines ligues, et plus particulièrement sur la rive droite, ça va être un petit peu compliqué par rapport au diagnostic qui a été posé. Alors, comment c'est pas vrai? Non, mais... On va pas demander aux habitants de payer des millions de travaux pour les digues, c'est pas possible. Non, mais le problème c'est que le PI c'est bien ça. Hein. Le PI c'est bien ça. On est bien d'accord là-dessus. Aujourd'hui la loi, excuse-moi, mais la loi elle s'oppose aussi bien à toi qu'à moi. Hein. On est bien d'accord par rapport à ça. Alors, deux choses nulles, soit on fait rien, effectivement, on n'est pas prévoyant, et tout d'un coup, effectivement, on prend effectivement tout ça d'un plein fouet, soit effectivement, on commence à travailler comme le fait Patrick et intelligemment sur cette compétence, et on avance dans ce sens-là. C'est tout, hein. Qui est contre cette délibération? Jean-Marc Pelletan, Lionel Cholon, Bruno Trénit et Mathieu Truffard. Qui s'abstient?
Madame Peigné, Monsieur Rappé, c'est tout? Je considère que le reste de l'Assemblée... Monsieur le Président, si je peux rajouter pour répondre à Monsieur Cholon, donc c'est tout le travail qui va être fait maintenant pour la définition du système d'endiguement, donc auquel les élus devront s'investir, je crois, au plus près s'ils veulent rendre des comptes après à la population. Et effectivement, une digue, si on décide de ne pas la préserver, c'est tout à fait un choix que l'on fera en fonction du nombre de populations qui sera protégée. Et au lieu de faire 1 million de travaux, on peut très bien la remettre à zéro, et ce qui ne posera pas de problème dans la mesure où c'est un choix que l'on aura fait. Mais il faudra assumer ce choix-là en tant qu'élu après, autant en tant que maire qu'en tant qu'élu communautaire. Je pense que c'est très utile et on doit faire une cote de répartition, tout le monde est concerné. Voilà, mais c'est juste pour rire, le PI c'est lié aussi à la vache à lait. Merci monsieur Latapi. Effectivement, c'est une remarque pertinente. Donc, la délibération numéro 19, Jean-Patrick, c'est une délibération et une subvention exceptionnelle à l'ASA autorisée de Barsac-Serrons par rapport à des travaux qui ont été engagés sur la digue, des travaux qui se faisaient régulièrement. Et ils sont engagés en 2 phases, une phase au printemps et une phase à l'automne, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais je ne rentre pas forcément dans les détails, et si vous voulez intervenir là-dessus, vous interviendrez. Je dis bien que c'est une subvention exceptionnelle, parce que c'est la seule façon qu'on a eu effectivement de trouver aujourd'hui, avec l'accord de la sous-préfecture, de trouver le moyen de pouvoir honorer la facture de l'entrepreneur qui a fait la première passe. Et là, je laisse la parole à Jean-Patrick. Voilà. Donc, en fait, la prise de compétence de la compétence GEMAPI, donc par les CDC, donc il y a un flou qui perdure encore, dont l'État se satisfait, concernant entre le rôle des CDC et le rôle des ASA. Bon, ceux qui sont bien concernés ne diront pas. Et concernant l'ASA en particulier de Barsac-Serrons, qui jusqu'à présent avait été géré par une seule personne, malgré qu'il y avait normalement, il devait y avoir un bureau, mais c'est surtout M. Lataste qui faisait marcher cette association, qui avait des fonds à un moment donné, mais il se trouve que les adhérents ont refusé ensuite de payer leurs cotisations, les propriétaires concernés, pour diverses raisons, à tort ou à raison, ça, on n'est pas là pour faire le débat ce soir. Et la digue de l'ASA est la seule ASA qui avait fait l'étude de danger, donc il s'est mis, dont son budget a été entièrement consommé par cette étude de danger, que nous n'aurons pas à payer au niveau de la CTC. Et donc avec le flou qui a existé avec le décès de M. Lataste, donc il fallait quand même, c'est une digue qui est très, très entretenue, donc il fallait continuer à entretenir cette digue, et une commande a été passée comme tous les ans auprès d'un faucheur pour faire un faucardage sur 2 passes pour un montant total de 11 200 €. L'ASA a fait une demande de subvention, donc on l'a fait tous les ans auprès du département, qu'elle a obtenue, mais qu'elle ne pourra obtenir que lorsque la facture aura été acquittée. Donc les premiers travaux ont été faits, seulement bon, le bureau de l'ASA ne fonctionnait plus, il n'y avait plus de fonds, donc du coup, pas assez de fonds. Donc l'ASA s'est retournée effectivement sur la compétence commune à la mesure où on a enlevé la compétence GEMAPI. Et donc effectivement l'interprétation était qu'elle a pensé que ça nous revenait de droit à l'entretien. Donc les travaux ont été réalisés, mais l'entreprise n'est pas payée. Donc l'ASA nous a contacté la communauté de communes, et effectivement en disant c'est à vous à prendre cette dépense. Donc voilà, donc la préfecture nous a demandé de travailler là-dessus, et elle nous a proposé donc une subvention, une délibération qui exceptionnellement nous permet de donner une subvention donc, à l'ASA pour permettre de payer
les 2 passes qui vont être passées. Donc il y aura une délibération pour la première passe, donc qu'on appelle exceptionnelle cette fois-ci. Et il y aura une deuxième délibération qu'on prendra après pour payer la deuxième passe quand elle aura été réalisée, pour également qu'on puisse payer l'entreprise. Oui, je voudrais rajouter, Patrick, par rapport à ce que tu viens de dire, qui effectivement, suite au décès de M. Jean Latas, qui en était le président de cet ASA, et qui a fait son travail remarquablement pendant de très nombreuses années, il était inconcevable pour nous que les choses ne perdurent pas, parce qu'il y va aussi de notre sauvegarde au niveau des inondations. Et on sera toujours évidemment, comme je l'ai déjà dit en réunion, même si on n'a pas pu être l'autre jour à Sénat, puisqu'on en avait d'autres en même temps, très vigilant à tout ce qui se passera, parce que nous, on est les premiers impactés par rapport aux inondations. Mais là encore une fois, c'est vrai que, alors ça n'a rien à voir avec la communauté de communes, encore une fois, la loi NOTRe qui nous pond des lois merveilleusement bien, et tous ces technocrates qui sont de là-bas en haut, n'ont pas compris que la loi, il fallait la finaliser. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans un flou juridique qui ne nous permet pas d'avancer et de faire en sorte que la CDC prenne possession intégralement de cette compétence-là. Donc voilà encore une fois, comme je dis, tout ce qu'on peut nous imposer à nous, évidemment, ça n'a rien à voir, encore une fois, je le dis, avec la CDC et vous, c'est nous tous qui sommes impactés par leur vision des choses. Voilà. Merci. Oui, c'est sûr, mais bon, l'ASA aujourd'hui existe juridiquement, et c'est de cette façon qu'on a trouvé effectivement de pouvoir continuer à travailler sur cette ligne. Il n'y avait pas d'autre solution, et je pense que ça va passer, et qu'il n'y aura pas de frein particulier sur cette affaire-là. Donc ce qui vous est proposé dans un premier temps, c'est de pouvoir honorer la première part effectivement du passage du focardage. La deuxième part, on vous proposera en délibération. Et là, vous avez remarqué qu'effectivement, le conseil départemental, et je remercie Guy, intervient au niveau de subvention par rapport à cela, mais il ne versera la subvention, le conseil départemental, qu'à la fin des 2 passages. Donc on demande à l'ASA, lorsqu'on aura reçu effectivement la deuxième part de subvention, de la retransmettre tout à fait normalement, de la faire repasser. Et puis après se posera la question de la dissolution de l'ASA, parce que je crois qu'à un moment donné, il faut se poser cette question-là. Tout à fait. Voilà. C'est ça? Et le plus tôt on pourra arrêter l'ASA, et mieux ça. Alors je ne sais pas qui est-ce qui la dirige actuellement. C'est vous, Madame Penaud? Non, il y a un nouveau président. Alors non, pas du tout, puisque moi je voulais pas avoir X casquette. Donc c'est Monsieur Hugues Dufour, qui a été... Alors il n'était pas forcément un candidat, mais bon, il fallait bien trouver quelqu'un, et comme personne ne voulait prendre la place, il a bien voulu accepter, en attendant justement et sous condition la dissolution de l'ASA, puisque tout le monde attend ça depuis des années avec une grande impatience. Et si je puis me permettre de rajouter, alors effectivement on vous demande de régler cette facture et la prochaine, mais là c'est une partie de la digue, puisque toute la partie digue du Ciron béton, ça fait 3 jours que les agents municipaux de Barsac sont dessus parce que les arbres poussent, font éclater le béton, et le but n'est pas que déjà l'étude de danger avait fait remarquer et souligné une faiblesse au niveau de cette digue-là. Donc le but n'est pas de la laisser se dégrader encore plus. Donc les agents municipaux de Barsac ont mis à contribution effectivement pour... Vous avez conventionné avec l'ASA? Comment vous avez fait là? C'est comme d'habitude. Voilà. Alors il faut savoir que Monsieur Lataste, cette partie de digue, l'entretenait, je vais dire, de son propre chef, et utilisait des produits phytosanitaires que nous n'utilisons plus du tout sur la commune de Barsac, et que de toute façon depuis on ne peut plus en acheter, ni nous n'en avons plus. Donc nous n'avons pas d'autre moyen que d'intervenir mécaniquement. Alors, épareuses et débroussailleuses, voilà.
thermique, ça ne marche pas. On a essayé, voilà. Donc je voulais vous souligner ça, on va pas, voilà, c'est le personnel communal qui intervient. Donc ça ne coûtera pas à la communauté de communes pour l'instant, mais il faudra aussi envisager l'entretien de cette partie de digue. Donc à ce moment-là, on... Mais vous voyez bien qu'effectivement, au travers de cette délibération, on voit quand même l'intérêt effectivement aussi que la communauté de communes puisse effectivement être le relais sur des problématiques de ce type. Tout à fait, voilà. Parce qu'il y a également des infrastructures hydrauliques, des passages sous digues. Oui, mais ça fait partie effectivement de la compétence qui sera voilà. Et ça fait partie aussi de tous ces travaux qui vont aujourd'hui, les travaux d'entretien qui vont être menés sur l'ensemble des digues dans le cadre du PI. Voilà. Pour le moment, il faut le faire et c'est notre personnel qui le fait. Si je peux conclure sur ce sujet, donc il y a un travail qui démarre dès le 25-26 octobre où les maires recevront et le président d'ASA va recevoir une convocation. On va faire toutes les digues à la commission avec toutes les digues où on va commencer à aborder le système d'endiguement, c'est-à-dire quelle digue on doit conserver ou quelle digue on n'a pas d'utilité à conserver. Et donc plus vite on ira et plus vite on aura résolu tous ces problèmes qui sont qui vous posent des problèmes à vous et à nous. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter cette délibération? Qui est contre cette délibération? Monsieur Trédit. Qui s'abstient? Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Merci. Monsieur Vapsal. Oui. Ce qui concerne la réparation et l'entretien de la voirie, donc la commission a travaillé, nous avons eu 5 entreprises qui ont répondu, nous en avons parlé en bureau, et c'est la société SAS Atlantic Route qui a été retenue pour être le mieux disant, pour une durée allant de la notification de l'acte d'engagement au 30 juin 2019. Voilà, le montant s'élève à 264 200 € hors taxe. C'est un peu plus élevé que nos prévisions de 2016, avec une majoration déjà importante de 10%, mais il faut voir que tous les ingrédients, surtout le goudron et tous ces produits ont terriblement augmenté. Donc c'est l'entreprise la mieux disante qui a été retenue pour faire les travaux de réparation et d'entretien de la voirie sur l'ancienne communauté de communes de Polensac. Il s'agit du Pointe-à-Temps, c'est ça? En général, c'est le Pointe-à-Temps, mais il y aura certainement aussi peut-être quelques petits travaux annexes avant l'investissement. Merci. S'il n'y a pas de remarques, je vais vous proposer. Oui, monsieur Trény. Simplement, le début des travaux Alors, je n'ai pas la date pour l'instant. Dès qu'on l'a, on le communique. De toute façon, l'entreprise va passer pour repérer les endroits aussi qui seront nécessaires à traiter. On peut l'espérer avant la fin de l'année. Mais j'espère aussi. Avant le froid. Donc, avant le froid. Il n'y a plus de remarques. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Monsieur Doré. Oui, donc c'est pour la signature de 2 contrats d'apprentissage. On a un contrat d'apprentissage sur le réseau de lecture publique et l'autre sur le multi-accueil au Cabellou. Je trouve pertinent effectivement qu'une collectivité puisse participer effectivement à la formation des jeunes dans la mesure de ses moyens. Et là, on a pu, c'est un renouvellement, on a pu reprendre les apprentis sur ces 2 lieux. Et ça ne serait pas inintéressant de le développer ailleurs si on peut le faire. Voilà. Moi, je crois que c'est intéressant de pouvoir à un moment donné mettre un petit peu le pied à l'étrier à certains qui font effectivement l'effort de venir nous rencontrer pour essayer de trouver des solutions. C'est compliqué des fois, mais voilà, merci Joss et merci à ta commission d'être attentif à ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Voilà, donc le point suivant, c'est donc la création au tableau des effectifs d'un poste à temps complet en
en fait, ces contrats, hein, enfin bon là, en l'occurrence, c'est un contrat qui arrive au terme des possibilités de reconduction de contrat que l'on doit absolument intégrer dans le cadre de nos effectifs. Donc c'est un poste supplémentaire avec stagiarisation et titularisation à terme s'il donne satisfaction ou elle donne satisfaction. Mais il est déjà occupé ce poste. C'est ça. Il n'y a pas de poste. Non, c'est pas un poste créé, mais c'est un poste qui effectivement il était. D'un contrat, voilà, il passe à une pré-titularisation. Voilà. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. Donc il n'y a pas d'impact financier. Non, c'est un animateur, c'est un agent d'animation, donc il était en poste, bien évidemment. Hein. Bon. Oui. Je me réjouis si c'est une réponse au courrier syndical de la CFDT concernant les inquiétudes du personnel de cette crèche. Ma réponse ou de la communauté. C'est la réponse de la communauté au courrier syndical, c'est ça. Qui est pour rassurer sur le fait que cette crèche restera bien gérée en régie et non pas peut-être c'est pas de ça dont il est question. Je pense que ça va les rassurer, ça. Vous n'avez pas tout à fait tout compris, monsieur Cholon. Écoutez, si vous avez compris, alors... Je viens de pas comprendre ma nuance dans ma question. Voilà, écoutez. Alors donc, il ne faut pas laisser croire aux agents, effectivement, que les choses sont aujourd'hui arrêtées par rapport à ça. Il faut surtout, effectivement, expliquer, on l'a expliqué dans le courrier qui était en réponse à la CFDT, puisqu'il s'agit de ce syndicat, dont vous avez eu copie. Donc il n'y a pas de problème. Ce que je regrette surtout, c'est qu'effectivement on crie au loup bien avant que les choses avancent. Et je pense que Jean-Marc qui m'écoute là, va me rejoindre. Quand les choses ne sont pas décidées, quand elles ne sont pas arrêtées, c'est pas la peine à un moment donné d'agiter des chiffons rouges qui ne servent absolument à rien, si ce n'est effectivement de créer du trouble, et du trouble au trouble, là où il n'y en a pas besoin. C'est aussi simple que ça. Et je crois qu'effectivement, en tant que conseiller communautaire, nous devons aussi d'expliquer les choses. Cette commission, vous en faites partie, monsieur Cholon, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez effectivement rapporter au personnel et essayer d'estomper leurs inquiétudes. Voilà. Pour expliquer, c'est quand même, l'inquiétude peut naître de rapport de la commission enfance-jeunesse par rapport à l'analyse qui est faite de la gestion, l'appel à marché pour la gestion des crèches de la rive gauche de notre CDC. Non, mais essayez pas de... Je dis juste que je pense que l'inquiétude est née de l'analyse éventuelle de passage en régie. Vous avez bien compris ce que j'ai dit, effectivement, il ne faut pas rajouter. Je vous dis que c'est ça qui peut peut-être créer une inquiétude. Non, mais je veux dire, à partir de ce moment-là, on peut tout supposer. Aujourd'hui, rien n'est arrêté par rapport à ça. Vous faites partie de cette commission et vous le savez, donc vous allez le relayer, effectivement. Oui, et d'autant plus, Monsieur le Président, que nous avons pris soin, effectivement, de nous rendre avec Jean-Marc Pelletan et un certain nombre, donc, à Okabelou, pour essayer de les rassurer. Moi, de ce que j'en ai ressenti le soir, effectivement, il semblait rassuré, parce que c'est un problème statutaire qui se posait, en disant, ben voilà, nous sommes dans la fonction publique territoriale, est-ce qu'on sera maintenu dans ce cadre-là? Il n'y a aucun souci par rapport à ça, aucun. Et comme l'a précisé Monsieur le Président, il n'y a aucune décision qui a été prise. La Commission, effectivement, réfléchit et, par rapport à plusieurs orientations possibles, mais nous, ce qu'on a fait, ça a été d'aller rassurer, effectivement, le personnel. Je crois qu'ils ont été, de mon point de vue, rassurés. Juste un mot, tout sera fait dans l'intérêt du personnel. J'ai 73 ans, j'ai toujours privilégié l'intérêt du personnel, je ne vais pas changer maintenant. Cette délibération, je vous la propose au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Il faut que pour les ports de Cadillac et Portes, vous me donnez l'autorisation de signer des conventions d'occupation temporaire et des conventions de mise en superposition d'affectation du domaine public. Donc une cote et un CSA avec VNF dans le cadre effectivement de la gestion du port de Cadillac et de celui de Portes. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir clarifiées? Et on va essayer de le faire.
Qui est contre cette délibération? Monsieur Cholon. Qui s'abstient? Personne d'autre. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité, moins une voix. Classement de l'Office de tourisme de Cadillac en catégorie 2. Donc il suffit effectivement de prendre une délibération et de présenter ça au préfet pour classer effectivement notre office de tourisme en catégorie 2. Catégorie 2, c'est l'Ambon ou Hautem. Donc on est à peu près sur ce même chapitre par rapport à ça. Donc voilà, je vous demande effectivement de pouvoir déposer un dossier auprès de la sous-préfecture, de la préfecture, pardon. Des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On vient vers effectivement l'appel à projet VNF et je vais vous demander effectivement de demander des subventions par rapport effectivement à l'étude préalable d'aménagement paysager sur le port de Podensac. Donc c'est une demande de subvention classique qui effectivement va nous permettre effectivement de voir si la région, le département peut effectivement financer ce genre d'études. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. À la commission environnement, hier, quand il y a eu un débat sur l'étude pour l'aménagement paysager, la réflexion sur l'aménagement paysager et la signalétique de l'île Raymond, un élu a proposé éventuellement d'élargir cette étude sur la périphérie de l'île Raymond, c'est-à-dire pas qu'à l'intérieur de l'île, mais autour, et éventuellement aussi en direction d'autres sites. Et donc là, je vois qu'il y a ça qui est proposé. Donc, est-ce que soit on l'élargit jusqu'à l'île Raymond, ou l'île Raymond, c'est bête de payer 2 études si on doit faire 2 études pour des choses qui sont l'une à côté de l'autre. Monsieur Boutillon était présent, donc il comprend ce que je veux dire. Là. Oui, je pense que c'est deux sujets différents. Hein, deux sujets différents. Est-ce qu'on peut effectivement faire l'amalgame par rapport à ça? Pas forcément, ce sont des subventions qui seront des subventions classiques. On les aura d'un côté, on les aura de l'autre. C'est des demandes de subvention, ça. C'est pas effectivement une... C'est l'objet de la demande de subvention qui est étudier l'aménagement paysager du port et des liaisons avec les sites touristiques environnants. Donc, quels sont les sites? Est-ce que l'île de Raymond est un site environnant? On va se poser la question, mais il faut effectivement... Voilà. Moi, je vous propose quand même cette délibération au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cavaillol et Madame Penaud. Merci beaucoup. Donc ce soir, nous arrivons donc au terme d'un long travail qui a été engagé par la commune de l'Andiras au cours d'une délibération qui date du 21 mars 2013. Suite à ça, donc, la CDC a poursuivi cette procédure donc, par la délibération date du 9 mars. L'enquête publique s'est déroulée du 30 avril au 4 juin 2018. Et suite donc, au rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, en date du 27 juin, j'aurais voulu qu'on récapitule rapidement les différents points qui ont été revus par rapport donc, aux différentes personnes publiques associées. Donc, concernant le rapport de présentation, donc, le diagnostic a été complété à la demande de l'État, avec l'inventaire des capacités de stationnement, actualisation des comptages routiers, ensuite sur le plan de zonage, une mise à jour de la couche des parcelles non bâties non cadastrées à la demande de l'État, réduction du périmètre de la zone AT du château de l'Andiras qui avait demandé beaucoup plus d'hectares, donc selon l'avis de la CDPNA, du préfet de la Chambre d'agriculture, on a réduit tout ça. Réduction des zones UY de Sagnas et Artigues à la demande du préfet et de l'État. Donc suppression de l'EBC, l'espace boisé classé en limite communale empiétant sur le tracé de la future LGV. Ajout de la liste des emplacements réservés, des espaces naturels sensibles, notamment un chêne porteur de guy qui a été classé en espace boisé classé. Et correction de l'étiquetage de la zone N du bourg en zone NF naturelle forestière. Concernant le règlement, donc réduction de la prise de sol de la zone AT, complément des articles des zones A et N sur la superficie maximum des annexes, donc pour limiter l'emprise au sol à 50 mètres carrés maximum, plus la distance de maximum d'une annexe
pour imposer une distance de 20 mètres au lieu de 50 mètres, à la demande de la CDP9, zone NL du bourg, concernant les STK, limiter la constructibilité aux équipements d'intérêt collectif. Un complément au règlement de la zone AP pour la rendre plus restrictive dans les constructions. Un complément fourni par le conseil départemental pour intégrer qui est intégré dans toutes les zones sur les accès et les routes départementales. Et enfin sur les OAP, ajout d'une fourchette de densité en nombre de logements à l'hectare et d'un espace vert de proximité à la demande du préfet et suppression de l'accès à la route départementale 11 dans le secteur de Menon, zone 1 AUC, avec une mise à jour à sens unique. Voilà. Ensuite, il y a toutes les annexes que vous avez de répertoriées, la liste des servitudes complétée, le retrait de certains bâtiments de la liste des changements de destination. Ça, c'est un travail qu'on a fait sur proposition de la commune en commission, qui a validé ça, et donc l'ajout aussi du règlement départemental du 10. Voilà pour les modifications qui ont été proposées suite donc à l'arrêt que l'on vous soumet ce soir pour qu'on puisse donc approuver le PLU de l'Andiras. Donc ce PLU vous est proposé donc à l'approbation. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de remarques particulières, on va... Oui, Bruno. Oui, je voudrais remercier les services de la communauté de communes pour le travail effectué, ainsi qu'Alain Guérez pour la qualité de son aide et de ses interventions. Je te remercie, mais en fait, je pense que c'est le travail normal de ce service-là, mais c'est vrai qu'on essaie de travailler en bonne intelligence et en partenariat. C'est pas toujours le cas dans toutes les communes, en tout cas avec l'Andiras, effectivement. Le dialogue a été constructif à chaque fois et sur un ton... voilà. Si vous le permettez, l'élu de l'Andiras, on le transmettra au service ces remerciements parce que je crois qu'il le mérite. C'est vrai qu'il faut un gros boulot. Hein, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, donc, on revient vers vous concernant donc une nouvelle délibération, modificative numéro 2, concernant le plan local d'urbanisme intercommunal. Alors, effectivement, on pourrait nous reprocher peut-être un manque d'approfondissement concernant les précédentes délibérations. Là, c'est pareil, on essaie d'écouter notre conseil juridique sur les différentes analyses qu'il peut avoir et les nouveautés qu'il découvre concernant les différentes jurisprudences qu'il a découvert au cours de l'année d'ailleurs. Suite aussi à des recours, notamment d'une ODG sur la commune de Sainte-Croix-du-Mont aussi, on vous propose ce soir de redélibérer concernant donc la modification de la précédente qui avait eu lieu en juin 2018. On peut aller à la chronologie, monsieur le Boutinon, s'il vous plaît. Je voudrais reprendre un petit peu. Voilà. Donc, nous avons prescrit la première délibération en 2017, donc en date le 28 juin 2017. Ensuite, donc, en date du 27 décembre 2017, les communes de Cardan et Escoussan ont intégré la CDC. Le PLU donc, avait été prescrit et donc les services de l'État nous ont demandé le 5 février 2018 de redélibérer afin d'intégrer ces deux communes. En date du 14 février, la CDC donc, a de nouveau prescrit son PLU. J'essaie de vous retracer l'historique un petit peu pour comprendre. Toutefois, donc, une fragilité juridique concernant cette dernière délibération a été mise en lumière par notre Conseil. Considérant que la délibération 2017/211 du 28 juin 2017 inscrivant le PLU n'avait pas été abrogé par cette deuxième délibération et qu'aucune fragilité juridique de procédure n'avait été relevée dans cette première délibération, le Conseil communautaire a donc abrogé la délibération de 2018 du 14 février 2018 lors de la séance du 27 juin 2018. Et modifier la délibération, c'est-à-dire la première du 28 juin 2017, pour intégrer les deux communes de Cardan et d'Escoussan. C'est-à-dire donc qu'on a abrogé la deuxième et le conseil nous a, l'avocat nous a conseillé donc de modifier la première pour intégrer déjà les deux communes.
Considérant donc que la délibération 2018-151 du 27 juin 2018 doit être complétée sur les modalités de concertation, qui n'était pas selon lui tout à fait assez claire, la liste des personnes publiques notamment associées, ainsi que les partenaires, sur les partenaires informés, ça c'est suite au recours qu'on a eu sur Sainte-Croix-du-Mont et une ODG. Donc on passe, si vous voulez bien, à la page 36, donc sur les moyens offerts au public pour formuler ses observations et propositions. Il avait été marqué, donc, est-ce que vous avez ça? Voilà, celui-là. C'est la première ligne de la moyenne d'information. Moyens offerts au public, pardon. Création d'une adresse mail dédiée à la procédure pour permettre à la population de s'exprimer tout au long de celle-ci. Alors on avait déjà débattu de ça lors d'un précédent conseil. Donc il considérait donc que c'était pas suffisant, enfin c'était trop vague et donc on pouvait être attaqué si on ne marquait pas que c'était jusqu'à l'arrêt du PMI. Donc la mise à disposition, le rapporteur souligne que l'une des modalités prévues au titre des moyens offerts au public pour formuler ses observations et propositions n'est pas suffisamment précise et est susceptible de porter à confusion. Il y a donc lieu de modifier dans la délibération de 2017 la phrase suivante. L'ancienne formulation, donc c'était celle-ci, tout au long, création d'une adresse mail dédiée à la procédure pour permettre à la population de s'exprimer tout au long de celle-ci. Ainsi, il sera précisé que la procédure visée s'entend de la procédure de concertation, par conséquent la population pourra s'exprimer par courriel sur le projet de PLU jusqu'à l'arrêt du projet annonçant le terme de la procédure de concertation. Donc la formulation retenue est la suivante, le public pourra envoyer ses remarques par courrier postal à l'adresse du siège de la CDC ou sur une adresse mail dédiée jusqu'à l'arrêt du projet. Est-ce que je suis clair? Bon, ça c'était le premier point. Ensuite, page 37, s'il vous plaît. C'est un peu long, hein, mais bon. Ensuite, considérons donc, page 37, c'est un peu plus haut, monsieur Boutinon, c'est dans la première partie de la page 37. Non, page 37, il faut aller au début de la page 37. C'est le premier considérant. Oui. On n'a pas la même pagination. On n'a pas la même pagination. Qu'est-ce que ça veut dire 38? C'est après, ouais. C'est après les moyens. Voilà. Alors on y va. Considérant donc que la délibération de 2017-211 prévoyait que la CDC se réservait la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s'avérait nécessaire. C'est cette phrase donc qui, selon certaines jurisprudences qu'il a découvert, M. Maître Boissy, qui peut mettre en œuvre une fragilité juridique parce qu'il propose de supprimer cette phrase. Parce que certaines CDC, notamment à Marseille, il nous a cité un exemple, donc, avaient rajouté une procédure de concertation qui n'avait pas été définie précisément au départ, et il y a eu donc un contentieux par rapport à ça. Donc, ensuite, le deuxième considérant, donc, considérant que l'intégration des communes de Cardan et Escoussan a modifié le périmètre du PLUI, et que ce dernier est limitrophe de celui du SCOT de l'aire métropolitaine, que dès lors il y a lieu d'intégrer en tant que PPA le président du CISDO qui n'avait pas été mis, donc qui n'avait pas été précisé dans la première délibération. Donc cette fois-ci, on a listé en dessous les différentes personnes publiques associées, de manière à ce qu'il n'y ait pas de à qui donc on doit notifier donc toutes les étapes de procédure. Donc dans la liste vous avez le président du CISDO. En dessous, s'il vous plaît, monsieur Boutinon, juste en dessous de la liste. Ensuite, on a rajouté 2 points. Alors, ça c'est pareil, c'est suite donc à des remarques, notamment lors de la réunion des PPA et du recours de Sainte-Croix-du-Mont, encore une fois. Considérant donc que la délibération 2017-211 du 28 juin prévoyait une transmission pour information cette fois-ci, non pas pour notification de cette dernière au Centre national de la propriété forestière. Et pour le deuxième point, donc, considérant qu'en raison des enjeux présents sur le territoire, il serait opportun d'adresser pour information la présente délibération également au ministère de l'Agriculture,
en application de l'article L643-4 du Code rural et de la pêche maritime. C'est cela que l'on a eu, on a reçu un courrier d'une ODG des Liquoreux qui nous reprochait de ne pas avoir informé, notifié, voilà. Pour information, simplement. Considérant que quand ça touche un certain nombre d'appellations d'origine contrôlée, à la demande de l'ODG, le ministère de l'Agriculture devait être informé. Donc voilà, ça c'est précisé désormais. C'est là les rigolotes. Et le pape pour le vin de Metz. Ben, si on n'avait pas eu des problèmes sur le PLU de Sainte-Croix-du-Mont, on n'aurait peut-être pas été aussi attentif que ça. Alors, donc, on arrive donc aux différentes vues. Donc, on a abrogé donc la délibération de 2018, la 033. On modifie donc, je le redis pour la xème fois, la 2017-211 en prescrivant l'élaboration du PLU afin d'intégrer les nouvelles modalités. Donc vous avez la liste des articles, je voulais que je les relise, donc modifie. Voilà, donc je pense que tout a été détaillé tout à l'heure. Je pense qu'on en arrive à la dernière délibération. Sur le PLU. Celle-là, on va essayer de la voter. Est-ce que, bon, je pense qu'effectivement, là, après ces explications, il n'y a pas de problème particulier, M. Cholan? Oui, très court. D'abord pour remercier M. Carras pour tout le travail qu'il fait, parce que là, on rigole, peut-être certains rigolent, mais si le PLU est cassé dans 2 ou 3 ans, enfin 4 ans, pour un vice de forme lié à un oubli qui aurait été fait à ce moment-là du vote, on rigolerait moins. On rigole parce que on va reprendre un document très important, je pense que c'est un manque de sérieux. C'est pas M. Carras de subir les rires au moment de sa présentation. Donc, moi, je te remercie pour le travail que tu fais, la vigilance que tu as pour que le projet aille au bout. On a tous intérêt à ce que le projet aille au bout. Non, je ne suis pas seul, c'est les services. Là, c'est toi qui es porte-parole. Voilà. Et je te remercie d'avoir participé aussi et montré ton intérêt alors, pour tous les PLU qui se fassent et tous les projets d'urbanisme qui se font dans les communes de la CDC. Et donc ta présence a été fortement appréciée à la présentation du projet Loupiac et à la réunion qui s'est faite lundi soir avec les architectes et le sous-préfet. Donc je vais juste dire pourquoi je vais quand même voter non, mais tu le sais. C'est pas en raison de ton travail, mais c'est juste pour la petite phrase sociale qui manque dans le rappel des objectifs poursuivis. Donc voilà, et je poursuis moi sur ma demande. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Qui est contre cette délibération? Monsieur Cholan, qui s'abstient. Merci, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité, moins une voix, celle de monsieur Cholan. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais vu le nombre de fois qu'on a délibéré là-dessus, je voulais quand même que vous suiviez le... Alors, la numéro 28, donc concernant l'instauration de la délégation du droit de préemption urbain à la commune de Loupiac. Donc la commune de Loupiac avait a demandé donc, en date du 20-07-2018 d'instaurer le droit de préemption urbain sur l'ensemble de ces zones N1 de son plan d'occupation des sols. Bon, c'est la CDC qui est compétente aujourd'hui, donc une convention opérationnelle d'action foncière pour la redynamisation du centre-bourg, donc il y a la commune de Loupiac et l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine prévoit donc cette délégation du droit de préemption à l'EPF sur un périmètre, objet de la convention qui est déjà en cours de signature, je crois, sur la liste des parcelles qui vous sont citées, et en se référant donc à un périmètre qui est de réalisation qui est indiqué sur un plan annexé à la présente délibération. Est-ce que, M. Boutinon, vous êtes en mesure de juste d'afficher le plan, simplement, pour que tout le monde situe où se trouve ce droit de préemption urbain que demande la commune? Voilà, c'est ce qui est entouré de zones rouges, de rouge plutôt, en plein centre du bourg. Qui représente donc le terrain, objet de tout le travail qui est fait par la commune de Loupiac depuis plusieurs années avec Aquitanis, donc pour essayer de créer un nouveau quartier. Oui, il s'agit bien effectivement de la délégation à l'EPF. Hein.
On est bien d'accord et qu'on se comprenne bien, on ne délègue pas à la commune de Loupiac, mais c'est effectivement sur la commune de Loupiac qu'on va déléguer à l'EPF. Simplement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté particulière, nous avons demandé à la commune de Loupiac de d'abord nous donner un plan et nous donner effectivement, par rapport à ce plan, les parcelles cadastrales qui sont concernées par ce droit de préemption. Et on vous a demandé effectivement de vérifier si c'était bien les bonnes parcelles qui sont bien inscrites dans la délibération. Ça a été fait. Vous me confirmez ça? Il n'y a pas de souci. Non, c'est très important. C'est très important parce que si on se trompe sur une parcelle, ça peut complètement, effectivement. Donc c'est pour ça que moi j'insiste là-dessus et que je vous demande, effectivement, avant de finir de prendre la délibération, qu'on soit bien carré par rapport aux parcelles qui ont été nommées, qu'on les a bien retranscrites. Hein? D'accord. Monsieur le Président, si vous permettez, ça fait l'objet de courriers officiels entre les services et la mairie de... Mais en étant conseil communautaire, je préfère effectivement le dire en conseil communautaire. Voilà. Donc à partir de là, je peux vous proposer effectivement cette délibération au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Comme dirait Lionel Cholon, je continue sur ma lancée. Monsieur François Dora, je considère que cette délibération est prise à l'unanimité, moins la voix de monsieur Dora. Voilà, les travaux sont terminés. Je pense qu'effectivement les débats ont été un petit peu longs, mais je vous remercie.